sais pas quelle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce cookinnaire organisé dans le cadre de la Semaine de la dénutrition 2022. Je suis Anne Moreau, déléguée générale de l'Institut Nutrition, la fondation d'entreprise de Restalliance, et je suis ravie de vous accueillir pour cet événement exclusif, inédit, aussi bien dans son format que dans les personnes et les experts que nous accueillons aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 1h30 de live que j'aurai le plaisir de modérer et je suis en compagnie d'experts que je vais vous présenter. C'est très frustrant, mais peut-être juste avant la première espace de table ronde. Et ce cookinnaire, en fait, va se dérouler entre une partie ici dans le salon où nous échangerons sur la dénutrition, les modifications physiologiques et comportementales en lien avec le vieillissement ou la maladie, et une partie appliquée en cuisine avec Philippe Pouillard et ses invités qui nous permettront de voir concrètement en cuisine comment cuisiner pour faire reculer la dénutrition, qui est le thème de ce cookinnaire que nous vous avons concocté. Alors, durant toute cette heure et demie que nous allons partager ensemble, je vous invite à tweeter, à relayer les informations, les phrases choc ou les images que vous prendrez à partir de votre écran avec le hashtag cookinaireIN 2022. J'en profite en introduction pour vous dire que ce cookinnaire exclusif a lieu depuis l'école d'ingénieurs Unilassal et l'Institut Nutrition et Unilassal se sont réunis et associés pour vous proposer cet événement, encore une fois, inédit et exclusif. Alors, sans plus attendre, je vous dis, c'est un petit peu particulier. Je pense que c'est mieux que je vous présente nos experts juste après. Je vais aller également lancer la Cooking Class, ce cours de cuisine animé par Philippe Pouillard et ses invités que je vous présente dans un instant. Tiens, Anne, tu nous rejoins. Bonjour Philippe. Mais on parlait de toi. Ah bah, ça c'est étonnant. En se disant qu'on était prêts. Ah bah et qu'on formidable. t'attendait. Philippe Pouillard, vous êtes enseignant-chercheur à Unilassal et vous êtes spécialiste des pratiques culinaires et santé. Tout à fait. Et vous êtes également toque blanche, c'est-à-dire que vous avez choisi d'appliquer vos savoir-faire d'ingénieur vraiment de façon très appliquée et concrète dans la cuisine. Oui, enfin, toque française exactement. Ah oui. Mais c'est une association, comme il en existe plein, différentes associations de chefs qui permettent de mélanger les savoirs entre les chefs de renom étoilés, mais aussi les chefs qui travaillent dans les institutions justement d'EHPAD, milieu hospitalier. Et c'est une intelligence de partager les savoirs. Ça nous parle bien à l'Institut Nutrition. Et bonjour également à Dolores et Thierry. Oui. Vous avez absolument, de façon très généreuse, accepté de participer à cet événement. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? L'objectif, nous, de ce cookinnaire, c'était de venir inviter des personnes qui rencontrent dans leur quotidien une problématique en lien avec la nutrition par rapport à un état de santé qui s'est peut-être dégradé, et c'est votre cas, Dolores. Oui. Vous avez été diagnostiquée comme ayant la maladie d'Alzheimer. C'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, ouais. D'accord. Vous aviez quel âge à l'époque quand ça a été diagnostiqué? 56 ans. 56 ans. Donc on découvre une maladie d'Alzheimer à 56 ans. Ouais. Vous étiez coiffeuse. Oui. Et vous avez donc dû arrêter de travailler à la suite de ce diagnostic? Oui, pour pouvoir m'occuper d'elle et puis d'être avec Alors, elle. vous étiez coiffeuse, vous n'étiez pas coiffeuse? Non. Non, vous avez donc arrêté de travailler pour s'occuper de Dolores. Ouais. En cuisine, quelles sont les questions que vous vous posez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change finalement, ce diagnostic? En fait, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, elle avait des problèmes. Il y avait des menus, des repas qu'elle faisait avant, et que maintenant, elle accepte plus, dans le sens où ça lui dit plus rien, quoi. Alors qu'en fait, avant, elle cuisinait bien. Et je me dis que peut-être c'est lié à une problématique de goût ou de mémoire visuelle. Donc c'est en cela que c'est intéressant de voir de la façon dont on peut évoluer et faire d'autres plats pour redonner du goût à la personne. D'accord. Et puis qu'elle puisse remanger des choses qu'elle préparait très très bien avant. Surtout ça. Vous aimez cuisiner, Dolores? Bah oui. Oui. Et maintenant, vous faites encore? Vous cuisinez parfois? Oui. Oui. Ouais. Oui, hein, oui. Mais ensemble maintenant. Ensemble, ouais. Voilà. Ouais. Alors vous avez dû apprendre? Bah oui, j'ai appris, oui.
puis vous Je faites me aider suis- un peu aussi. Oui, je me suis acheté un petit appareil qui émette bien parce Ouais. que j'étais pas très fin en cuisine. Ouais. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Là. Et vive D'accord. Internet. Et vive Et Internet. aussi vive ouais. Internet, ouais. Bon, super, j'aurai l'occasion de revenir vous voir vraiment tout au long de, de ce petit cours de cuisine. Et alors Philippe, par quoi on commence? Quelle préparation tu proposes comme premier plat à cuisiner avec Dolores et Alors, Thierry? dans le temps que nous nous sommes impartis, on s'est dit qu'un plat et un dessert serait bien déjà, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, justement, des questionnements qu'ils ont au quotidien. Alors, on a pris des plats de saison avec des produits de saison. On va être sur, finalement, une purée de potimarron que l'on va décliner en différentes textures. On y reviendra plus tard, c'est un centre d'intérêt important en plus de la dénutrition. Avec un canard qui a été cuit dans son gras, un canard confit, et on verra les différentes modalités pour travailler ces matières premières-là, d'une part. Et puis en dessert, ce sera tout simplement, produit de saison également, une poire à juste maturation, juste maturité, avec différentes solutions pour travailler le chocolat, puisqu'il s'agira de faire une petite sauce au chocolat dessus, toute simple, avec justement l'idée de faire des déclinaisons de texture. Et Dieu sait si nos amis les diététiciens le savent, puisqu'en fait ils ont tout un vocabulaire pour déterminer les niveaux de texture, et on essaiera de jouer avec ça, parce que cuisiner aussi, c'est aussi se faire plaisir. Ça va, ça vous donne envie comme menu? Ouais. Ok, alors c'est parti. Bon cours, les chefs. bonne cuisine. C'est parti, À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, Ça va. je m'étais mis une petite casserole d'eau chaude derrière, parce que c'est toujours utile d'avoir une casserole d'eau chaude, que je vais hop là, tu reviens toi, voilà, c'est ici. Bon, ce que je vais faire, c'est, la laisser... Accompagnée pour cette table ronde qui se décomposera en deux parties de Julie Branchu. Julie, vous êtes ingénieure alimentation santé et diététicienne nutritionniste. Vous travaillez au quotidien aux côtés de Philippe Pouillard, donc dans une dynamique aussi très appliquée. Merci beaucoup, vous serez là pour nous donner des conseils nutrition et vous viendrez avec moi en cuisine pour nous commenter les choix qui ont été faits par le chef. Absolument. Docteur Michel Chabert. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Vous êtes neurophysiologiste, spécialiste des apprentissages alimentaires au sein du laboratoire CHAR, qui est spécialisé dans la cognition humaine et artificielle. Vous viendrez nous parler des apprentissages alimentaires et de ce qu'il en reste quand on devient un senior. Et enfin, l'homme de cette table ronde, le docteur Hassan Younes. Vous êtes enseignant-chercheur et vraiment, vous êtes le monsieur nutrition, je dirais, d'Unilassal, parce que moi, j'accueille souvent des ingénieurs en stage de Unilassal et c'est toujours, c'est professeur Hassan Younes. Donc, vous serez là pour nous aider à comprendre les mécanismes physiologiques de la dénutrition. Et d'ailleurs, c'est vers vous que je me retourne tout de suite pour peut-être cette première question, en fait, introductive, c'est de se dire, à partir de quand le vieillissement impacte la physiologie et qu'est-ce que le vieillissement va impacter précisément et qu'est-ce que ça va impliquer en termes de nouveaux besoins nutritionnels? Bien, merci, bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous, justement pour parler d'une étape de la vie, j'ai envie de dire, que nous aimerions tous atteindre, et donc l'atteindre surtout en restant en bonne santé, en bonne forme, pour pouvoir profiter, j'allais dire, pleinement. Alors, y a-t-il un âge où on peut confirmer, affirmer que le vieillissement commence? Alors, pas mal de choses sont dites dans ce sens-là. Certains disent à partir de 30 ans, alors c'est déjà très jeune, on perd 10% de notre capacité fonctionnelle tous les 10 ans. Ouais, voilà. C'est réjouissant, Donc, ça. J'espère que je ça vais veut oser dire meilleur. qu'effectivement, on arrive à 60 ans, 70 ans, et on continue quand même à fonctionner à 70% de notre, je veux dire, capacité globale. Cela dit, pour prendre un âge plutôt administratif qui a été retenu par l'OMS et par les autorités de santé chez nous en France, 65 ans. C'est là où on considère que les modifications physiologiques âge dépendantes, c'est-à-dire liées uniquement à la prise d'âge et en dehors de toute pathologie, c'est là où, je veux dire, en fonction aussi du trajectoire de la vie.
Y a-t-il une pathologie associée ou pas? Mais nous allons partir plutôt pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie associée. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il va arriver au niveau du fonctionnement physiologique lié à l'âge. Alors peut-être pour commencer, vu qu'on parle de la dénutrition, on va rester sur des modifications physiologiques qui jouent un peu sur la perception de l'aliment. Et d'abord, bien sûr, le deux sens, voilà, qui sont très liés à la perception alimentaire, le goût et l'odorat. Et là, les études... Qu'est-ce qui se passe? On sent mieux? Alors, on sent Ou mieux. on sent moins bien? Malheureusement, on va sentir, percevoir, on va dire, les saveurs beaucoup moindres avec l'âge. Alors, ça commence plutôt chez les hommes que chez vous. Vous êtes, j'allais dire, privilégiés sur cette question-là. Alors, il y a deux choses qui vont arriver. Alors, certains disent à partir de 50 ans, 40 ans peut-être, mais là où vraiment on va voir la différence, c'est bien plus tard. Alors, que va-t-il arriver? Avec l'âge, nous allons moins bien distinguer les odeurs et moins bien distinguer les saveurs. Et même le niveau de perception, le seuil, va être plus retardé. C'est-à-dire il faudra, par exemple, 2 à 3 fois plus saler notre assiette à 80 ans par rapport à un jeune de 20 ans. Pour sentir le même goût. Pour avoir le même goût salé. Est-ce que c'est un problème, ça? C'est un problème parce que c'est étroitement lié par la suite à l'envie. Voilà. Non, est-ce que c'est un problème de devoir saler plus? Je vous peux voir. dans le truc, mais je me tourne peut-être vers Julie. Et bien sûr, c'est notre diète. Ou alors c'est pas très grave si on sale plus pour manger. Est-ce que c'est plus intéressant de prévenir l'hypertension artérielle? C'est une question un peu, je ne veux pas dire de gros mots, un peu à la noix de nœud, enfin je sais pas comment on dit, mais de dire est-ce qu'on prévient la dénutrition ou est-ce qu'on prévient l'hypertension? Alors c'est pas forcément une très bonne idée de trop saler, de saler un peu plus. Pourquoi pas? Justement, on pourra mieux percevoir les saveurs. Par contre, trop salé va entraîner effectivement de l'hypertension artérielle, va être contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque ou contre-indiqué avec la prise de certains médicaments. Ça, c'est le médecin qui pourra le dire. Attention au sel ou pas. Alors du coup, les épices? Absolument, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur moyen de donner du goût, d'augmenter la saveur des plats, ça va être d'utiliser des herbes aromatiques, des épices, d'ajouter un petit peu de curry, de paprika, de muscade, par exemple. Ouais. Voilà, je cherchais J'aime bien ce que vous citez comme épices parce qu'on sait aussi, je vais vous redonner la parole à Hassan, que qu'il y a plus de plaisir à manger des choses que l'on connaît. Et donc, du coup, vous n'avez pas cité des trucs trop coriandre et tout ça qui ne sont pas des saveurs familières chez les personnes qui ont aujourd'hui 65 ans, 70 ans et plus. Et donc, c'est vrai que la muscade, la cannelle, ça, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que pour maintenir le plaisir de manger, je crois qu'il faut aussi prendre en compte, et c'est peut-être Michel qui nous en parlera davantage, toute cette mémoire, effectivement, du goût. Mais donc, voilà, moi, je place des petits trucs en plus, mais du coup, je vous ai coupé dans votre trajectoire. Donc, on a déjà parlé du coup du fait d'une perception qui est du coup amoindrie. Et donc, du problème que ça pose, c'est que peut-être on a moins envie de manger. Effectivement, si on n'arrive pas à percevoir, par exemple, un aliment qu'on prenait avec certaines quantités du sel, et là, il faudra prendre plus. Mais pour des raisons médicales, comme Julie l'a précisé, il ne faudra pas en abuser non plus. Effectivement, il va moins se rendre compte du goût et automatiquement, les personnes âgées vont se retrouver avec une alimentation plutôt monotone. Parce que ils ont envie de tel ou tel aliment parce que leur effet mémoire, image mémoire l'aura bien, les aide en quelque sorte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'appétit. Alors, l'appétit va être nécessairement impacté par la diminution de la perception, comme on vient de dire, du goût et de l'odorat. Mais il y a aussi d'autres raisons plutôt hormonales cette fois-ci. Nous avons l'hormone de la faim, la gréline, c'est un peu elle qui va nous dire il faut aller manger, vous avez faim maintenant. Et puis l'hormone de la satiété, la peptide YY, qui elle va nous dire stop, maintenant c'est bon, vous avez atteint
ce qu'il faut pour couvrir vos besoins. Alors les études montrent c'est beaucoup plus la peptide YY qui va être augmentée chez les personnes avec l'âge, et donc on va sentir un peu plus la satiété plutôt que habituellement, et donc malheureusement pas suffisamment pour couvrir nos besoins à cet âge-là. Voilà un peu. Et puis le troisième élément qui pose problème aussi chez les personnes avec l'âge, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est le volume gastrique. Oui. C'est-à-dire l'estomac avec l'âge va s'atrophier et il perd du volume. Alors on sait que le remplissage de l'estomac est un des facteurs de satiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chez les personnes âgées, ils vont beaucoup plus rapidement remplir leur estomac qui est plus petit, enfin en tout cas qui se délate moins par la vieillesse, et donc ils mangeront automatiquement moins. Voilà un peu au niveau digestif, en tout cas les quelques éléments qui vont jouer sur, il y a d'autres choses, la CCK, etc., d'autres hormones, mais principalement cela. Et là aussi, il faudra trouver des solutions, et des solutions il y en a, c'est par exemple fractionner au maximum pour essayer de manger à plusieurs reprises et puis finir pour couvrir nos besoins énergétiques, protéiques, nous y reviendrons, dont on a besoin dans la journée. D'accord, ok. Bon, merci pour cette introduction. Moi, j'ai quand même un peu envie de réagir parce que moi, je croyais que c'était un peu insuline-glucagon qui déterminait. J'entends qu'il y a une régulation au niveau hypothalamique. Donc là, ce que vous avez dit, je ne vais même pas bien savoir le redire. La gréline. La gréline. Oui. Et l'autre qui est encore pire, peptide XX. C'est hyper stylé quand vous le dites. Donc ça, c'est au niveau de l'hypothalamus. Oui, ça agit au niveau central. Et alors, au niveau insuline-glucagon, est-ce que c'est fatigué un peu aussi? Est-ce que ça se régule moins bien? Insuline, c'est le pancréas? Oui, tout à fait. Là aussi, avec l'âge, le pancréas, effectivement, à force d'injecter de l'insuline, et surtout si on avait une trajectoire alimentaire pendant de longues années à consommer des glucides plutôt, on va dire, simples, les sucreries, etc. Donc, le pancréas finira par se fatiguer. On va avoir moins d'insuline quantitativement, mais aussi l'insuline qui sera encore sécrétée sera de moins bonne qualité. Et puis, on va développer ce que nous appelons aussi une situation d'insulinorésistance. Ça veut dire, en quelque sorte, la glycémie va faire un peu la tête, ça c'est pour caricaturer un petit peu, et elle résiste à l'insuline, elle ne va plus être captée par les cellules pour être stockée, elle ne va plus également produire de l'énergie, etc., etc. Et donc on peut se retrouver effectivement avec l'âge, avec une hyperglycémie postprandiale notamment. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les qualités des glucides. L'autre point, c'est, je dirais, l'inverse qui peut arriver, et c'est un peu plus risqué aussi, c'est des situations d'hypoglycémie. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on va, par les modifications physiologiques liées au sens de la perception de l'alimentation, l'appétit, etc., on va manger moins. Et qui dit manger moins, nécessairement, on risque, si on ne fractionne pas et on ne mange pas à plusieurs reprises par jour, on risque de se retrouver dans la journée en hypoglycémie, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ça veut dire chute? Ça pourrait effectivement être des chutes avec des conséquences. Dans le pire des cas, mais ça, on reparlera. Effectivement. Bon, en tous les cas, moi je me dis c'est pas ni bien ni moins bien, c'est une information neutre, mais qui indique simplement une forme de spécificité. Et ça, peut-être que notamment les jeunes seniors, là on a dit c'est 65 ans et plus ce que la science a décidé de mettre un petit peu comme entrée, comme porte d'entrée, enfin je sais pas comment dire, comme cap, quoi, pour basculer sur ce qu'on appelle les besoins spécifiques alimentaires du senior. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être derrière l'écran plein de personnes qui ont 70 ans et plus qui ne se sentent pas vraiment concernées par ces modifications, mais elles sont sourdes, en fait. On ne les voit pas, on ne les sent pas forcément dans notre corps. On ne les sent pas dans un premier temps, surtout si on est quelqu'un, par exemple, qui a fait tout au long de sa vie une bonne activité physique, qui a eu une bonne hygiène de vie, etc. Les symptômes vont être retardés, et tant mieux. Et je voudrais dire,
dire, aussi pour rassurer, parce que ces modifications physiologiques, même si elles arrivent avec l'âge, il y a toujours la possibilité de trouver des solutions, que ce soit comme, d'ailleurs c'est un des objectifs, l'objectif de Coquinaire, c'est de montrer la possibilité, effectivement, comment faire face à ces besoins, malgré les modifications. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, mais plutôt on se prend en charge, notamment, comme tu viens de dire, chez les jeunes seniors, à partir des, de la cinquantaine, 55 ans, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on est trop pris par le boulot peut-être, on est encore plutôt en bonne santé, on risque de se laisser aller. Voilà. Alors que plus tôt on se prend en charge, mieux ça sera par la suite. Je veux dire, les conséquences seront moins graves de ces modifications. Bon, je crois qu'il y a aussi des étudiants qui sont inscrits à ce Coquinaire, donc c'est intéressant qu'ils puissent passer le message à leurs jeunes parents encore bien actifs. Peut-être la parole à vous, Michel, pour alors tout le monde vous tend son micro. Pour le pendant au niveau du comportement alimentaire, peut-être faire un petit peu la courbe d'apprentissage de comment est-ce que on apprend à manger et des problématiques qui vont se poser avec le vieillissement. Est-ce que c'est aussi 65 ans et plus? Est-ce que ça est-ce que ça modifie tout au long de la vie? Et avec quelle photo, avec quelle situation on se retrouve à peu près quand on a 65 ans et plus sur la partie comportementale, neurobiologique? Très bien. Merci beaucoup pour ces questions et pour votre invitation. Alors, en effet, en fait, on apprend à manger tout au long de la vie. On vieillit tout au long de la vie, mais on apprend aussi tout au long de la vie. Et donc, on apprend à préférer ce qui est bon pour notre corps. Et donc, au fur et à mesure que l'on mange, qu'on connaît des nouveaux aliments, on va aussi connaître des nouvelles satisfactions métaboliques. Et de façon inconsciente, notre organisme, notre cerveau apprend qu'un aliment qui est rose, qui a une odeur particulière, qui aura un goût particulier, une texture, une température, eh bien ça, c'est l'image sensorielle de l'aliment. Et dans les heures qui vont suivre l'ingestion, puis la digestion, l'absorption de tous les nutriments apportés par cet aliment, eh bien dans les heures qui suivent, on est très bien, on est zen, on ne perçoit aucun signal d'alerte, on peut vaquer à nos occupations. Et dès lors, cet aliment, de façon inconsciente, on va apprendre à l'aimer. C'est ça, la découverte des aliments. Tout au long de notre vie, on peut découvrir des nouveaux aliments et, par la répétition de l'ingestion, apprendre à les aimer. Alors, quand on vieillit, eh bien, en fait, il est peut-être plus risqué de se voir présenter des nouveaux aliments complètement inconnus. Et je dis ça pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD ou autres. Il est dangereux de présenter un nouvel aliment complètement inconnu. Dans ce cas-là, si on veut le faire, il faudrait l'associer à un aliment connu, les mettre côte à côte, et de telle sorte que la personne n'aura pas d'appréhension, moins d'appréhension, et elle pourra goûter un petit peu de l'aliment nouveau et manger plus de l'aliment qu'elle connaît. Et comme ça, petit à petit, mais c'est la même chose pour les enfants, en fait. C'est l'introduction des nouveaux aliments. On peut se permettre d'introduire des nouveaux aliments dans les EHPAD, pourquoi pas. Ça peut aider à faire voyager, aider à rêver, avec un film touristique à côté, une journée Espagne, par exemple, une journée Algérie, une journée Tunisie, ce serait sympa, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout est possible. Et c'est vrai que l'aliment et les saveurs qui sont perçues, vous avez tous entendu parler de la Madeleine de Proust, je n'ai rien inventé. Une saveur connue, ça peut éveiller des mémoires formidables, des instants qui vont nous redonner du bonheur, en fait. Donc, on ne peut pas non plus ne pas réoffrir à des personnes âgées des goûts qu'elles aimaient. Il faut respecter les goûts des personnes. Et tout à l'heure, quand vous disiez peut-être la coriandre, c'est moins habituel en France. Oui, mais si on pense peut-être à certaines régions de France où il y a plus de personnes qui viennent du continent nord-africain ou autre, eh bien,
à l'inverse, la coriandre, ce sera un goût, une odeur exceptionnelle. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc, il faut respecter la personne dans son entièreté. Voilà, donc... Ce qui est un défi quand on habite. Alors là, ça dépend si on se place au domicile ou en collectif. Voilà. Mais en collectif, moi, j'ai assisté à des commissions menus avec des sociétés de restauration collective, dont Reste Alliance, et de dire oh là là, vous nous avez fait la dernière fois un poulet au curry, qu'est-ce que c'était pas bon. Et une dame qui venait plutôt de Martinique et qui était habituée aux épices, de dire bah, au contraire, moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup de goût, votre truc, et j'aurais mis beaucoup plus de piment. Et puis le curry, c'était pas du bon curry, à mon avis. Enfin bon, bref. Il y a vraiment un enjeu et pour la santé et pour les habitudes alimentaires et le respect de cette culture alimentaire de personnalisation. J'ai loupé mon de personnalisation en fait. De se dire aller au plus près, rencontrer la personne dans son histoire. Et essayer, mais c'est un super beau challenge. Je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est juste compliqué. Essayer de se rapprocher et d'aller vers des enjeux de personnification à travers notamment des condiments et des épices. C'est-à-dire peut-être travailler sur des bases plus neutres et qu'après la personne puisse venir proposer différents types d'accompagnement ou de sauces pour venir. Ça aussi, c'est plutôt quand la dénutrition est installée, mais c'est important d'apporter ça déjà, de le poser dans le débat. Alors, moi, je me posais la question par rapport aux 5 sens et de nos capacités préservées. On a entendu dans la bouche d'Hassane que le goût et l'odorat étaient dégradés. Elles sont dégradées, mais est-ce qu'elles restent une capacité préservée plus importante que l'ouïe, ou comment ça se passe en fait par rapport à ce qu'on sait que l'acte alimentaire, le plaisir de l'acte alimentaire se nourrit des 5 sens. Donc, on a parlé déjà de 2 d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres sens Alors, je ne suis pas une spécialiste, je dois avouer. Alors, comment dire Je pense qu'il faut respecter tous les sens, en effet. Là me vient, par exemple, la notion de température. Oui. Les aliments, quand on était en bonne santé, et tout au long de notre vie, il y a des aliments qu'on mange froid et d'autres qu'on mange chaud. Et quand on arrive à un certain âge et qu'on peut avoir un problème de mastication, de déglutition, eh bien, la prise d'un aliment chaud peut être trop longue et l'aliment refroidi dans l'assiette. Et dès lors, sa palatabilité, c'est-à-dire le fait qu'il soit jugé bon, va diminuer. Et ça, c'est dramatique. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Et nous avons trouvé une solution dans ma famille. C'est tout simple. On pose l'assiette de la personne âgée sur un système qui réchauffe l'assiette. Au domicile ? Au domicile, bien sûr. Exactement. Ça peut être aussi dans un four chaud. On met l'assiette. Mais non, parce que le four chaud, ça demande au caregiver, à la personne qui prend soin, ça lui demande de se lever pour aller dans le four et puis de revenir. Et donc, la personne âgée risque de ne pas vouloir déranger son compagnon, son mari, sa femme, etc. Donc, ce dont vous parlez, c'est sur la table. Eh bien oui, parce que... Je vous donne l'exemple, c'est tout simple. Ça existe des chauffe-plats, n'est-ce pas ? Eh bien, vous offrez un chauffe-plat à votre mari ou à votre femme ou à votre grand-père, etc. Ben, moi, c'est mon père, pour ne rien vous cacher. Il a 100 ans et ça fait quelques années maintenant qu'à tous les repas, il a un chauffe-plat devant lui et l'assiette qui contient le plat chaud, il reste sur ce chauffe-plat et maintenant, il finit son assiette. Avant, il ne finissait pas. Super. C'est tout simple. Super intéressant. Voilà. De toute façon, on est ici pour vraiment parler des solutions, du côté des solutions. Donc, merci pour ce partage d'expérience, Dr Chabert. Je vais osciller, Michel, Dr Chabert. Je me balade entre les noms, les prénoms, les titres. Merci beaucoup. Peut-être la parole à Julie avant d'aller faire un tour en cuisine. Donc, c'est très bien. Je vais parler un petit peu avec toi et puis après, hop, on va aller se diriger pour aller voir
ce qui se passe en cuisine et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore d'odeur, mais en tout cas ça travaille assidûment. Donc on a compris qu'il y avait un certain nombre de modifications physiologiques qui du coup devaient être compensées, pris en charge par une nutrition adaptée pour couvrir certains nutriments, besoins en nutriments. Les besoins en nutriments qui sont rehaussés, est-ce qu'on peut les synthétiser et peut-être pas trop parler que des nutriments, s'il y a des personnes âgées ou des aidants proches qui sont non professionnels, de bien se dire, en fait, concrètement, on ne mange pas des protéines dans la vie, on mange de la viande et du poisson. Donc, du coup, à chaque fois, peut-être bien traduire de quel aliment on se parle et pas seulement rester au niveau des nutriments. Donc, je fais toujours en général 3 questions en une. Ça, c'est ma grande spécialité. C'est pas du tout sympa. Une question multiple. Ouais. Comment adapter l'alimentation pour une personne âgée qui aurait des besoins augmentés en certaines choses? Je pense tout d'abord aux protéines, voilà, comme tu disais. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver des protéines? On va les trouver dans la viande, le poisson, les œufs, dans les produits laitiers aussi, donc tout ce qui va être lait en tant que boisson, mais aussi fromage blanc, yaourt, fromage qui va être très concentré du coup en protéines, donc très intéressant pour une source protéique pour les personnes âgées. Sous forme de, donc tout à l'heure je disais la viande, pas forcément le steak, mais ça peut être du jambon, par exemple, qui sera peut-être plus facile à manger le soir ou à mélanger dans une préparation sur le repas du midi, par exemple. Les œufs, j'en ai déjà parlé, je vais me répéter. Les légumineuses aussi, qui sont... Alors, est-ce qu'on peut les citer? Parce que parfois... c'est ce que j'allais dire. Pardon. Légumineuses, légumes secs, donc tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, les fèves. Voilà, toute cette grande famille qui est une source très intéressante de protéines végétales qui sont certes un peu moins bien absorbées, surtout chez la personne âgée, parce qu'on a beaucoup de choses dans les légumineuses, on n'a pas que des protéines, on a aussi des fibres, on a aussi des acides phytiques qui peuvent freiner l'absorption des protéines, donc c'est pour ça qu'elles sont moins bien absorbées que les protéines d'origine animale. Néanmoins, ça reste une source intéressante et on peut très bien les imaginer sous forme d'une soupe un peu complète le soir, d'ajouter... Alors, par contre, on est sur des aliments moins connus, mais de la lentille corail, par exemple, à ajouter dans un potage le soir. Ça se marie très bien, ça a une texture plutôt molle, donc qui n'entraînera pas de problème aussi au niveau de la mastication. Et voilà, sous forme d'un potage qui reste assez classique sur cette cible-là, qui a tendance à avoir cette habitude de potage le soir. Et puis, on peut compléter avec du fromage râpé, du fromage fondu, type vache qui rit pour... ne citer que, mais voilà, on a aussi d'autres types de fromages un petit peu comme ça, qui vont être faciles à incorporer en fait dans l'alimentation sans qu'on ait l'impression de manger plus. C'est-à-dire que le volume va rester le même. On a notre assiette classique, on a notre bol de soupe classique et on ajoute des choses dedans qui vont apporter des protéines. On peut aussi apporter... Donc, pour la dénutrition, il n'y a pas qu'un problème entre guillemets de protéines. Parfois, c'est aussi un problème d'énergie. C'est-à-dire qu'on est rassasié plus vite. C'est ce que mes co-intervenants disaient. On est rassasié beaucoup plus vite, donc on a tendance à moins manger en volume et donc à absorber moins d'énergie aussi. Et donc, ça va être important de combler ce manque d'énergie en ajoutant de la matière grasse, par exemple, qui va apporter beaucoup d'énergie, donc des huiles végétales, des huiles riches en oméga 3, par exemple, le colza, le lin, la cameline, la noix, l'huile de noix. On va pouvoir ajouter, pourquoi pas, du beurre aussi, selon les préparations. Et puis, dans des desserts, on peut apporter de l'énergie avec du sucre aussi. Donc là, on est sur une autre source d'énergie, mais en mettant de la confiture dans un yaourt, un petit peu de sucre, etc. Alors, je vais vous poser la question moi, je suis quand même là pour être un peu poil à gratter, mais parce que c'est une vraie question. On a sans doute des aidants ou des seniors qui nous écoutent, qui ont peut-être un passé d'une personne en situation de surpoids, qui pour autant, on le sait dans la communauté scientifique, peuvent être dénutris, et pour lequel, en fait, ça peut être stressant, angoissant, de venir augmenter la charge calorique d'un plat, puisqu'on leur a dit depuis 15 ans de faire le chemin inverse.
comment est-ce qu'on accompagne? C'est des questions vraiment. Et c'est important pour être peut-être au plus près des vraies problématiques de terrain, parce que moi, je suis hyper convaincue que on se concentre beaucoup sur les protéines, alors que c'est vraiment, on parle de dénutrition protéino-énergétique, et qu'en tant que tel, il faut apporter de l'énergie, dont des protéines. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour renforcer, mais il faut que la personne puisse être sereine de le faire. Et alors, les injonctions contradictoires, déjà, il y a un enjeu de formation des professionnels de santé qui ne sont pas toujours au clair sur ça. Les IMC ne sont pas les mêmes pour les personnes âgées que pour les seniors. Et donc, voilà, comment on se repère et comment on fait si on a plutôt un passé de « j'ai appris à faire attention à ce que je mange, moi, en tant que senior ». Et donc, ça me perturbe éminemment de me dire que je vais mettre du beurre alors que j'ai tout fait pour manger moins. Alors déjà, on peut se faire confiance et y aller, je dirais, au feeling. Donc, de voir si la personne, et notamment la personne qu'on aide, la personne qu'on accompagne, a tendance à moins manger. On peut se permettre de rajouter du beurre. Après, attention, si c'est nous-mêmes qui sommes concernés par cet esprit de restriction, on n'est pas obligé de manger exactement la même chose. C'est-à-dire que la soupe enrichie qu'on va faire à la personne aidée, on va peut-être pas se la faire à soi-même parce qu'on mange plus normalement, on finit son assiette, on a un repas plus structuré peut-être. Donc déjà, on peut dissocier les deux repas et ne pas manger exactement la même chose que la personne qui est à risque de dénutrition. Donc se faire confiance sur les ressentis, de voir si en termes de quantité la personne mange moins, on peut se permettre d'enrichir. Et si jamais on a un doute, on peut aussi aller se rassurer auprès d'un professionnel formé à la nutrition. Donc je pense notamment aux diététiciens qui sont là pour accompagner justement sur toutes ces questions-là. Très bien. Il y a un ajout, oui? Un petit ajout, peut-être, c'est d'aller chercher, j'allais dire, de la bonne énergie à partir du bon gras. Voilà, alors, c'est où le bon gras? Voilà, le bon gras, elle a parlé de l'oméga 3, donc j'ai dit tout à l'heure, mais le bon gras, c'est du poisson, le bon gras, c'est les œufs, voilà, donc on a pas mal, les huiles végétales. Ça apporte certes de l'énergie, parce qu'on en a aussi besoin, mais ça apporte du bon gras. Voilà. Et l'autre point, c'est le fait quand on peut encore continuer à bouger, à faire une certaine activité physique qui permettra quand même à cet apport supplémentaire, entre guillemets supplémentaire, en énergie, d'être quand même en partie dépensé. Voilà, parce que c'est hyper important de parler sur le volet alimentaire, nécessairement, mais il faut le compléter sur le plan mécanique, j'allais dire, articulaire, etc., il n'y a pas de souci, c'est de continuer à bouger, continuer à marcher, etc., etc. Voilà, je pense que c'est important de compléter les choses. Et l'autre point, je ne sais pas si on a encore une minute pour stimuler l'appétit. Il y a l'acte alimentaire, certes, toute la partie physiologique, mais il y a tout l'environnement dans lequel on mange, qu'on soit chez soi ou en institution, etc., avoir un fond musical, ça stimule l'appétit, ça stimule aussi certaines mémoires par rapport à des peut-être moments antérieurs. Pavlov, n'est-ce pas, le réflexe Pavlov. Oui. Jouer sur les ustensiles, c'est-à-dire avoir un steak haché, par exemple, de 100 grammes dans une moyenne assiette, elle va paraître grande. Si on met le 100 grammes de steak haché dans une grande assiette plutôt, elle peut paraître plutôt petite. Et donc, la personne âgée, elle va avoir plus, j'allais dire, la possibilité de finir. Le courage, je lui dis, voilà, il n'a pas beaucoup. Donc, et c'est pareil pour la soupe, c'est pareil par rapport à l'utilisation de bols. Tout cela, il y a des études intéressantes pour nous permettre, effectivement, comme on disait tout à l'heure, de trouver des solutions à ce qu'on puisse manger une alimentation adaptée, mais suffisamment pour couvrir nos besoins. Donc, il y a plein et puis mâcher. Quand on a, il n'y a pas de souci au niveau dentition, avoir un bon dentier, c'est important. Parce que quand on a une édentition totale et que le dentier bouge quand on mange, ça c'est terrible pour les personnes ayant cela. Il y a une corrélation directe entre l'état de santé bucco-dentaire et les risques de dénutrition. Exactement. Donc voilà, pour cela je c'est le conseil presque vraiment numéro 1, c'est prenez soin de vos dents. Sinon, ça vous expose vraiment à petit diminuer vos apports. Exactement. Et là, on glisse, quoi. On se déshabitue. Et puis plus on mange, plus on sécrète de la salive. On sait très bien, chez les personnes âgées, on a
plus comme avant. Des enzymes, Voilà, digestives, la sécrétion salivaire baisse également. Donc c'est pour ça aussi, il faut boire, il faut s'hydrater pour avoir un minimum de sécrétion salivaire, peut-être pour imbiber un petit peu aussi le bol alimentaire dans la bouche, bien le déglutir. Voilà, tout un système à mettre en place à partir des aidants ou le personnel soignant, la personne elle-même, si elle peut encore, si elle est encore en autonomie. Et surtout, plus on mâche, plus on va libérer les arômes. Et donc, on va mieux déguster. Voilà, à percevoir. Donc, on aide, on compense, j'allais dire, les modifications physiologiques par des moyens qui sont tout à fait possibles et faisables. Bon, très bien. Bon, on va voir si ça mâche de l'autre côté. On va aller voir nos cuisiniers, parce que normalement, ils ne sont pas censés tout à fait goûter pour l'instant. Mais on se retrouve du côté cuisine. Merci. Et oui, et oui. Alors, ici... Alors, on regarde que tout se passe bien. Et c'est de nouveau... Tu peux faire ça avec un petit peu d'eau comme ça dessus. Éteinte. C'est pas grave. Voilà. Bonjour les cuistots. Bonjour Anne. Oui, c'est Alors, ça, on est trois. ça on est va trois bah, dis cuistots. donc, Oh, ouais. bah, nous, on est bien. Je suis tu venue sais. avec Julie, On est au du chaud. coup, Coucou, Julie. qui m'accompagne. Alors, Allez, on fait une petite pause. on fait une petite pause, on va se raconter un petit peu. Est-ce qu'on peut se parler, Non, Julie c'est parce et... que j'ai ça. Non, Ouais. ça c'est bon, tu feras. Mais non. après. Alors, est-ce qu'on peut se parler un petit peu du plat salé que vous avez préparé et de pourquoi vous avez fait ce choix-là du canard, du potimarron. C'est bien un gratin de potimarron au comté et au confit de canard. Un gratin, si on le veut. C'est-à-dire qu'en fait, on cuisine pour quelqu'un. Thierry, vous cuisinez pour madame qui a besoin justement d'aide. Alors, on part d'une recette traditionnelle, elle a les fichiers gratin. Mais est-ce que finalement, une personne, pas forcément vous, mais une autre personne, aura besoin d'une texture particulière qui fait que ce gratin, donc quelque chose qui est un peu croûté, va vraiment lui être intéressant, bénéfique, voire dangereux. Ouais. Bah oui, dangereux. S'il y a un problème de dysphagie, fausse route, et là, peut-être, tu peux aller sur tout ça. Donc, ça veut dire que justement, on fera plusieurs choses. On va faire un vrai gratin, qu'on va finir au four, sous le grill, et puis on fera des textures adaptées. Voilà. Alors, on a commencé par faire quelque chose. Je continue sur le potimarron. Oui. C'est que on a tenté de le faire cuire. Alors, on va réussir. De le faire cuire avec sa peau. Oui. Parce qu'il fait partie, avec la courgette, entre autres, de ces légumes qui ont une peau très tendre, avec la richesse en fibres, en polyphénol et en vitamines juste en dessous, de ces légumes qu'on peut utiliser tels quels. C'est ce qu'on va faire. À la Qui fin, vaut mieux, du coup, Qui quand on vaut peut, mieux. voilà, parce qu'on on garde, peut. voilà, on quand ne pourra peut. pas faire ça avec Le une aubergine. butternut, on peut pas trop. On peut pas trop, le Ouais. concombre, les autres courges, Oui. et puis l'aubergine, assurément. Oui, tout à Et fait. donc, et en plus, c'est une peau quand même assez dure à éplucher, tant qu'à faire. On Oui, est en train de c'est gagner ça. du temps. Oui. Et si tout va bien, comme vous pouvez le voir ici, on les a cuits, ces morceaux de potimarron. Déjà, quelque chose de très important, on les a coupés ensemble de même taille, de manière à ce que quand ce sera cuit, on ait une juste cuisson au même moment. Et donc, on les a mis à couvert pour l'instant pendant l'histoire de 10-15 minutes, en fonction de l'origine du produit, bio, pas bio, etc. Bio, ça Et prend puis, plus de temps. plus ferme, donc plus plus de ferme, fibres, plus de ouais, micronutriments, plus de- donc on y gagne d'un sens, mais Ouais. culinairement, il faut y faire attention. Ouais. Ensuite, dans les 5 dernières minutes, j'ouvrirai et je vais attendre que l'ensemble du liquide disparaisse. Ça veut dire que ce liquide, dans lequel nous avons ajouté aussi du 4 épices, pour donner un petit peu de goût, va complètement rentrer dans le potimarron. D'accord. Ce qui fait que, l'aidant ou la personne fatiguée n'aura pas à y goûter, D'accord. parce qu'à la fin, nous obtiendrons Ça va une purée s'évaporer. complètement. D'accord. Aura-t-on besoin ou pas de remixer? Je ne sais pas, sinon nous le ferons, mais possiblement, non. On aura D'accord. directement une purée. Et juste pour compléter, Philippe, je vois que tu les as aussi coupés en petits morceaux. Donc des morceaux égaux, comme tu l'as dit, mais en petits morceaux, ce qui va permettre de gagner du temps au moment de la cuisson. Oui. Plus on coupe petit, plus ça va cuire vite. Donc ça peut être une petite astuce quand on a peu de temps pour cuisiner, c'est de faire l'effort de couper en plus petits morceaux, mais du coup ça ira beaucoup plus vite après sur la suite. Mais on se demande pourquoi les chefs coupent en tailles différentes.
Parce que justement, ils attendent des tendretés différentes ou des vitesses de cuisson différentes. C'est pour ça, julienne, mirepoix, etc. D'accord. Est-ce que vous avez appris des choses, Thierry, là? C'est intéressant, notamment là, le mode de cuisson. le mode de cuisson. De penser à faire petit comme ça. Couvert, je connaissais un peu pour gagner du temps et puis surtout Ça ressemble un peu de la cuisson à la vapeur, disons. Hein. C'est un peu tout ça. à fait. C'est une cuisson mixte. Donc, oui, voilà. Et puis 30% d'énergie gagnée, je crois qu'en ce moment, on en parle tous. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Non, mais super. Dolores, ça a été pour vous? Ben oui. Ouais. Est-ce que... Mais ça, vous savez faire. Couper ça, couper les potimarrons. Oui, vous savez faire. Il faut juste maintenant, Thierry, pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe sur une personne comme Dolores qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est que la difficulté, c'est quoi? C'est l'enchaînement des recettes, c'est l'enchaînement des étapes de la recette. Oui, je crois que c'est ça. Il y a pas Non, puis il faut un accompagnement quand même, parce que déjà, il faut qu'elle au niveau de la cuisine, par exemple, il faut qu'elle sache où sont les ustensiles. En fait, quand on fait des cours de cuisine, il y a une ergothérapeute qui vient, et ce qu'on prépare à l'avance, c'est qu'on fait un listing en fait, des ingrédients. Elle fait le listing avec surtout des repères visuels des ingrédients qu'elle a besoin. D'accord. Ça, c'est Dolores qui le fait. Oui, elle le liste. Ouais. Et puis après, bon, elle suit la recette selon sur un livre ou alors sur le téléphone avec les quantités. Elle pèse, voilà, pour faire la recette. Donc ça, suivre le déroulé d'une... Ça y arrive, ouais. D'accord. Après, ouais, bon, pour cool. trouver les ustensiles, les choses comme ça, faut se souvenir. C'est pas écrit sur la recette, évident, ça. Voilà. Bah oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Le potimarron, du coup, dans les propriétés gustatives, enfin pas nutritionnelles plus que gustatives d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Pourquoi faut manger du potimarron? Parce que c'est bon. Ouais, ça c'est délicieux, c'est vrai. Non, C'est ça fondant. Oui, exactement. C'est ça. C'est ce qu'on disait avant de commencer la cuisine, justement, avec Thierry. Il y a un petit goût de châtaigne, un petit goût de noisette parfois. Ouais. C'est une courge qui va être très parfumée et qui n'aura pas besoin de beaucoup d'accompagnement. Alors là, on a mis du 4 épices pour accentuer le goût, mais c'est une courge qui peut aussi se suffire à elle-même dans un potage, par exemple. Donc, c'est une... Et puis en recette sucrée aussi, on y pense moins, mais en recette sucrée, ça se marie aussi très très bien. Tu as raison. Et puis ça arrive à un moment donné où il y a peut-être un manque de légumes, justement, sont faits pour ça. Les courges, ils arrivent en automne, au moment où on en a Oui, besoin. c'est ça. On est Tout à fait. typiquement dans le local, là. Et ça se garde très bien l'hiver, donc ça permet d'avoir ces légumes-là tout l'hiver. Et les potimarrons, donc on voit leur couleur orange qui montre aussi une richesse en polyphénol. Ils apportent des fibres qui vont permettre de prendre soin de notre microbiote, donc notre flore intestinale. Ça va permettre de bien digérer. Il y a beaucoup d'études qui tendent à montrer un lien bénéfique entre la bonne santé du ventre et la bonne santé globale de l'organisme. Et donc de prendre soin de cette flore intestinale, de ce microbiote, finalement ça permet aussi de maximiser ses chances, de maximiser sa bonne santé. Et alors le canard? Pourquoi on a pris du canard? C'est Dolores qui C'est Dolores s'en est notamment occupée. Un petit mot quand même. Oui. On aurait pu prendre aussi dans les produits de saison une patate douce Oui. Ah oui. qui a les mêmes propriétés. Et puis voilà, les courges du moment. Oui, Alors, Dolores, le canard, vous l'avez, non pas trucidé, mais vous l'avez quand même largement bien dilacéré. Hein. En fait, on vient de faire un cours d'anatomie, mais on s'y retrouve plus. Bon, ok. Donc on a réduit... Thierry a retiré la peau. Ouais. On n'a plus que en fait. Hein. Voilà. Oui, là on sait plus bien. Alors, on a parlé de trucs et astuces, genre, bon, on voit bien la boîte Ouais. duquel ce canard est sorti, de laquelle ce canard est sorti. C'est-à-dire qu'en ce moment, on profite des canards gras, puisqu'on a voulu, sur nos tables de fin d'année, on aura du canard gras, des foie gras. Pour ce qu'il en reste, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Et canards cette pour année, ce qu'il en reste, malheureusement. malheureusement. Et donc, ce canard, notre chef l'a désossé et transmis à son épouse, qui l'a donc effiloché. Pourquoi c'est bon le canard? Qu'est-ce que ça apporte? Le canard, déjà, est une viande qui va être riche en protéines, qui va apporter beaucoup d'acides gras polyinsaturés, donc qui vont prendre soin du système cardiaque, prendre soin de notre cerveau aussi. Donc plutôt intéressant à ce niveau-là. C'est une viande qui est goûteuse aussi, donc ça permet, tout à l'heure on parlait du fait qu'on percevait moins avec l'avancée en âge, qu'on percevait moins la saveur salée, et le fait de choisir des viandes qui vont être assez typées en goût, ça va permettre de
moins salés aussi les plats. Donc le canard, alors là c'est un tout petit peu particulier parce que le confit de canard contient du sel, mais la viande de canard, si on partait sur un magret par exemple, là on serait sur une autre recette, mais sur un magret, on n'a pas forcément besoin de beaucoup le saler pour avoir quelque chose de très goûteux et de percevoir son goût. D'accord. Alors, tu nous parles de quelque chose, justement, on a mis du sel, du poivre. Je ne compte pas utiliser le sel. Je l'ai mis pour la déco. C'est-à-dire que, étant donné que je vais cuire par concentration, tous les minéraux vont rester dans mon produit. Je n'aurais pas utilisé l'écumoire. Je gagne du temps. Si tu vas bien, je n'ai pas utilisé mon mixeur. Je gagne du temps. Pour ouvrir la boîte, il gagne du temps parce qu'on l'a mis effectivement un peu au bain-marie de manière à... Et puis donc, parce qu'en fait, on le sait, les dents, il a aussi sa vie, il faut qu'il se protège. Oui, il faut donc, trouver des recettes rapides à faire. Rapides, bonnes, goûteuses, pas chères parce que du moment. Et oui, qui soit accepté par la personne. Vous êtes devenu difficile, Dolores. Est-ce que vous aimez plutôt, est-ce que vous aimez tout ou vous êtes devenu difficile avec le temps? Non. Non, ça va, comme avant. Bon. Les goûts ont changé, mais toujours, Dolores n'est pas trop difficile. Je pense qu'elle mangeait de tout, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, elle a des difficultés parce que je pense qu'il y a deux choses en fait. Il y a un défaut de mémoire visuelle. Quand on lui dit on va manger ça, est-ce qu'elle se rappelle réellement physiquement comment que c'est? Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un défaut de mémoire au niveau du goût. Donc, on va opter peut-être dans l'avenir par l'effet surprise, c'est-à-dire qu'on fera la cuisine, puis elle découvrira ce qu'on mange. Ce que vous me disiez. Bon, on innove, on teste. Effectivement, j'aime beaucoup votre pragmatisme, parce que finalement, faut tout réinventer. Et on peut faire la liste à l'après-vert de tout ce qu'il faut faire bien. Seul compte la réalité de ce qui fonctionne pour Dolores et vous. Donc il y a un moment, il faut vraiment être ancré dans ce présent-là. Et moi, je vous félicite pour ça, parce que je pense que vous êtes dans une magnifique philosophie. Merci. Tous les deux. Merci. Anne. Juste un tout petit mot. Regarde. Ah oui. Attends, Si avec la les mains. caméra peut le voir. Tu vas te brûler, tu vas te brûler. La peau est aussi cuite que la pulpe. Donc je pense qu'en continuant un petit peu maintenant à découvert, on va obtenir une purée dans quelques évaporation. D'accord, Voilà. On découvre pour faire évaporer. Un tout petit mot sur le fait qu'on ait mis ce soit une purée de potimarron au comté. Pourquoi le comté? Qu'est-ce que ça va nous apporter le comté? Peut-être Julie, et parce qu'il nous reste 2 minutes ici en cuisine. Tout à fait. Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Du coup, le comté va apporter des protéines. Et tout à l'heure, je disais qu'on pouvait facilement incorporer toutes ces choses qui contiennent des protéines dans l'alimentation. Là, c'est l'exemple typique. Donc, on va pouvoir ajouter le comté sous forme râpée directement dans la purée. Donc, à chaud, comme ça, il va fondre, il va s'incorporer dedans, on ne le verra plus. Et après, on peut avoir le côté visuel en mettant le comté par-dessus, le faire un petit peu gratiner. Donc, voilà, il va y avoir une odeur. On parlait de la mémoire aussi, notamment avec le docteur Chabert. Donc, il y a la mémoire olfactive du comté qui va griller un petit peu. Et puis, on l'incorpore facilement. Donc, il va apporter beaucoup de protéines, beaucoup de calcium aussi. Ça, on en a moins parlé tout à l'heure. Beaucoup de calcium et de vitamine D. Donc, ce qui va permettre de bien absorber le calcium et pouvoir le fixer sur les os pour la bonne santé de nos os. Ça fait une transition parfaite puisqu'on va retrouver nos experts pour parler justement des conséquences de la dénutrition, cette fois-ci non pas des modifications physiologiques, mais quand une dénutrition est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? La spirale de la dénutrition, on en parle juste après. À tout de suite. Rebonjour. Ça va? C'est frustrant, on n'est pas sympa. Hein. Ah bah vous refaites le match, voilà, pendant nos... Ah oui, bah c'est le moment où vous allez pouvoir compléter. Alors normalement, cette deuxième partie de table ronde avant que tout le monde aille se retrouve en cuisine pour déguster. On avait prévu de se parler de la dénutrition et alors sans vouloir être très scolaire et de me retourner toujours dans le même sens vers les experts, je vais quand même commencer par vous, Hassan. Parce que, bon, on a parlé des modifications physiologiques et on a déjà nommé un petit peu la dénutrition, mais il me semble qu'il y a quelque chose de très important à comprendre dans la dénutrition et c'est pourquoi on se bat, je pense, pour retarder l'arrivée de la dénutrition. C'est parce qu'une fois
lorsqu'elle est lancée, elle va engendrer, et c'est la fameuse spirale de la dénutrition, si on peut du coup mettre cette slide où on montre la spirale de la dénutrition. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles sont les conséquences en chaîne de la dénutrition? Oui, tout à fait. Alors peut-être pour commencer, pour dire que l'objectif numéro 1 chez les personnes âgées, que ce soit sur le plan, je veux dire, de santé globale, et voire en médecine, en plus de traiter telle ou telle, on va dire, pathologie, l'hypertension, comme on disait tout à l'heure, l'objectif numéro 1, c'est de tout faire pour éviter la dénutrition. Alors, par des moyens dont on a parlé, dont on va encore parler, les modifications physiologiques âge dépendantes, on doit absolument les prendre en charge, comme on a dit, justement pour ne pas tomber dans la dénutrition. Ce n'est pas une fatalité être dénutri. Toutes les personnes âgées ne seront pas dénutries. Par contre, moins bien on se comporte, j'allais dire, tout au long de la vie, jeune senior, et quand on commence, je veux dire, l'âge de la vieillesse, etc., on se dit c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et on reviendra sur les signes de la dénutrition qu'il faut tout de suite détecter dès le départ. Plus on néglige, plus on retarde, plus effectivement, malheureusement, on risque de basculer dans la dénutrition. Et là, il y a deux phases. Est-ce que je peux, avant ça, parce que je me suis rendu compte de ma grosse boulette où j'étais censée, en introduction, reparler des chiffres et de l'incidence de combien de personnes étaient touchées par la dénutrition en France. Du coup, j'en profite parce que vous avez dit, là, ça me donne un petit peu l'occasion de reposer ce cadre-là. Il n'est jamais trop tard. 2 millions de personnes en France sont atteintes de dénutrition. C'est 50% des 50% des hospitalisations des 65 ans et plus sont une conséquence de la dénutrition. À l'hôpital, ils sont aussi 1 personne sur 2 à être dénutrie. Forcément, si la moitié arrive en étant déjà dénutrie, du coup, soit ils acquièrent la dénutrition en cours de route, soit ils la maintiennent. Et c'est 4 personnes sur 10 qui sont dénutries au domicile. Chez les personnes atteintes d'Alzheimer, on estime entre 40 et 50% de personnes atteintes d'Alzheimer qui développent également une dénutrition parce qu'on peut oublier de manger. Notamment ça pour les personnes qui sont seules et parce que de toute façon, même si on est accompagné d'un super aidant comme Thierry, il ne peut pas tout, il ne va pas forcer la personne à manger et dans certains cas, la personne en arrive même à déambuler, c'est pas du tout systématique, auquel cas ça demandera de mettre en place encore des nouvelles choses. Alors peut-être une petite précision, les 2 millions de dénutris en France ne sont pas tous des personnes âgées. Absolument. Voilà, on est à peu près à 800 000, d'après les derniers chiffres, de personnes âgées dénutries, ce qui est très important quand même. On peut être enfant dénutri, on peut avoir un cancer et être dénutri. En tous les cas, pour les personnes plus jeunes, c'est en général associé à une pathologie. Exactement. Voilà. On est rarement dénutri à 15 ans, à moins d'avoir une pathologie de type anorexie mentale, où là aussi ça expose à une forme de dénutrition. Et puis on peut être en surpoids, voire même obèse et dénutri. Tout à fait. Et à cause de certains régimes trop restrictifs. Tout à fait. Qui vont faire mobiliser parfois malheureusement la matière maigre, enfin la masse maigre, et moins peut-être la masse grasse. Bon, pour revenir donc sur justement la fameuse spirale de la dénutrition, une pensée pour notre collègue, donc Monique Ferry, qui est à l'origine déjà dans les années 90, 93 particulièrement, et puis aussi, j'ai dit, on est ici dans un message de dire faites attention, mais rassurez que quand on rentre dans la spirale, c'est pas définitif jusqu'à un certain stade. Il y a 2 parties. Il y a une partie où encore c'est réversible. D'où l'importance de la prise en charge, la prévention secondaire, hospitalisation ou pas, en tout cas, tous les moyens que nous mettons en place. Mais à partir d'un certain moment, malheureusement, ça devient plus problématique à peut-être revenir en arrière, en tout cas, pas comme avant, même si la médecine pourrait encore accompagner. Donc, alors, quelles sont ces différentes étapes ? La dénutrition, d'abord, pour le redire d'une manière maintenant assez ferme, c'est une pathologie. Ce n'est pas une fatalité, on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas, j'allais dire, physiologique. Parce que tout à l'heure, les modifications étaient physiologiques, âge dépendantes. Oui. Tout le monde ne devient pas dénutri quand on est âgé. Donc, c'est une pathologie qui survient. Oui. À cause de tout ce que nous avons vu tout à l'heure, et puis peut-être aussi des pathologies associées. Oui. Un cancer, des troubles digestifs, etc., peuvent venir aggraver le tableau de ce que c'est la dénutrition, notamment ici, à cause d'un déficit persistant au niveau des apports et protéiques
et énergétique. Le terme persistant est important. Parce que ce n'est pas parce qu'un week-end, je n'ai pas mangé, ou une semaine par ici, ou parce que je n'avais pas envie un jour, que ça y est, je vais basculer dans la dénutrition. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui s'installe avec le temps. Donc, il y a ce problème d'un déséquilibre assez important, profond, dans les apports, notamment en protéines et en énergie, par rapport aux besoins de l'organisme. Et donc, on tombe dans une sorte de balance protéo-énergétique qui est effectivement très défavorable pour notre organisme. Et du coup, voilà, on va mobiliser les muscles. Mobiliser les muscles pour répondre à des besoins énergétiques, parce que normalement, les muscles, on ne les utilise pas pour l'énergie. Et quand on commence à les mobiliser parce que j'ai besoin de l'énergie, ou parce que j'ai besoin de synthétiser d'autres protéines fonctionnelles, parce que j'ai besoin d'acides aminés, etc., et ben là, on rentre dans vraiment la normale, hein, le vrai pathologique. La pathologie. Alors, perdre des muscles, ça fatigue, bien sûr. Ça pose des problèmes au niveau immunitaire. Oui. Donc, on a des défenses immunitaires qui deviennent affaiblies. Qui dit défense immunitaire affaiblie, on va moins bien cicatriser. Imaginons une opération qui survient chez un dénutri, c'est vraiment problématique, la cicatrisation post-opératoire, ou même des plaies. On va avoir des infections qui vont surgir, infections urinaires, infections respiratoires, etc. Donc on rentre dans un tableau, j'allais dire, clinique de plus en plus catabolique. Catabolique, ça veut dire on consomme de l'énergie. Voilà, je consomme même de l'énergie, mais à partir du muscle. À partir du muscle. Oui, donc, et je perds encore plus de muscles. Oui. Rebalote. Donc je tombe. Jusqu'à les infections respiratoires, urinaires, etc., on peut prendre en charge. Mais si on perd encore plus de muscles, ça veut dire qu'on ne prend pas en charge, on ne traite pas, on ne met pas les gens à reprendre une alimentation correcte, etc., etc., là, les choses vont avancer et puis on arrive aux escarres. C'est des plaies profondes. On va arriver à même impact, je veux dire, psychique. Voilà, des troubles psychiques. L'immunité est encore plus impactée. Et puis on finit par chuter. Et les chutes avec alitement, c'est un des facteurs aussi les plus importants d'aggravation de la dénutrition, parce qu'on perd du poids, à moins qu'il y ait un kiné qui vient sur le plan, voilà, j'allais dire, physiothérapie, etc. Donc on arrive à une situation irréversible, en tout cas jamais comme avant. Et puis, j'allais dire, pardon de dire le terme ainsi, la faim, c'est un état grabataire, donc on n'arrive plus à se tenir debout, on est soit sur une chaise roulante ou carrément alité, en tout cas, voilà, en position horizontale. Et là, c'est plus évident. Même la prise en charge devient assez problématique. Oui. D'où l'importance, encore une fois, de prévenir tout cela. De prévenir. Alors du coup, les signes précoces, peut-être en quelques minutes, vraiment les quelques signes que je suis un aidant proche, je visite ma maman tous les 2 jours, mon papa ou ma maman tous les 2 jours. À quoi dois-je être vigilant? Si elle est encore, on se met dans une perspective au domicile, partant du principe qu'en institution, il y a un médecin coordonnateur pour ceux qui en ont un, et une cadre de soins, et des personnes qui vont pouvoir plus alerter, qui sont plus formées. Mais par contre, un proche aidant, on n'est pas formé. Donc à quoi qu'est-ce que je vais regarder pour vite? Un premier conseil, mais vraiment, et j'ai envie de dire... Le premier. Le plus important, vous allez peut-être en rigoler, avoir une balance à la maison. Avoir une balance à la maison, alors peut-être c'est anecdotique pour certains, mais avoir une balance qui marche, ça veut dire le poids. L'aidant familial et même professionnel, etc., c'est peser la personne âgée de temps en temps, au moins une fois par mois. Oui. Voilà. Oui. Au moins une fois par mois, parce que perdre 2 kilos en un mois, c'est pas normal. Non. C'est un des signes. Oui. Perdre, d'après les chiffres que nous avons, 4 kilos durant les 6 derniers mois, ce n'est pas quelque chose de normal, donc il faut alerter. Oui. Donc le poids, perte de poids, on pèse nos personnes âgées. On les pèse. Je suis tout à fait d'accord. 2, si on a un petit peu calculé, il y a l'IMC, même si l'IMC chez les personnes âgées n'est plus tout à fait aussi précise par le tassement vertébral. Oui. Mais on a trouvé une solution, je ne sais pas si tout le monde ne connaît pas la formule de Shumlea, donc où au lieu de prendre la taille
comme on fait chez les Oui. plus jeunes, on va prendre la taille de la jambe, Oui. c'est-à-dire entre le genou et la cheville. D'accord. Et il y a toute une formule qui se trouve Ok. facilement sur Internet. On fera en sorte de Après, diffuser. effectivement, on utilise l'IMC. Sauf que, à la différence des plus jeunes, tout IMC, donc indice de masse corporelle, qu'on trouve inférieur à 21, parce que chez les plus jeunes, on tourne autour de 16, on dit maigreur, on dit stop, oh là là, il y a un problème. Mais les personnes âgées dont l'IMC calculé avec cette formule, inférieur à 21, est vraiment problématique. Il faut alerter. Il y a d'autres éléments. Est-ce qu'il mange 3 repas par jour? S'il vous dit non, ou on constate qu'il ne mange que 2 repas, c'est un des signes. D'ailleurs, il y a tout un questionnaire il est fait pour la malnutrition, l'auto-questionnaire de la malnutrition, mais qui est aussi utilisé pour détecter les premiers signaux, le nombre de médicaments qu'il prend. Oui, polymédication. Voilà, Effectivement. Si on voit qu'il y a des restes qui ne sont pas consommés dans le réfrigérateur, si on voit qu'on a dû peut-être resserrer un cran de ceinture, les vêtements un petit peu... Oui, mais ça, c'est la balance va nous le dire. La balance va nous le dire. Oui. Au cas où, si le temps qu'il l'achète pour Noël. On va quand même pas soutenir le Black Friday en disant qu'il y a des promos en ce moment, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la dénutrition. Mais oui, donc effectivement, on peut avoir aussi, si on se balade avec eux, peut-être, je crois que c'est le professeur Éric Fontaine qui dit que si une personne n'arrive pas à traverser le passage clouté pendant la durée du bonhomme vert, c'est qu'il y a un déficit de force musculaire. Surveiller le mouvement. Surveiller le mouvement, la stabilité des pas, tout ça est important sur le plan moteur. Alors, on parlait des balances. Il y a des balances aujourd'hui avec la composition corporelle qui donne la proportion de la masse maigre, qui peut être aussi importante pour suivre la masse musculaire globalement. Après, ça peut être des choses un peu plus poussées, c'est-à-dire, le médecin le fera, doser l'albuminie, donc l'albumine au niveau plasmatique, etc. Donc, d'autres éléments d'ordre biologique. Très bien. Voilà. C'est extrêmement frustrant. Moi, j'ai toujours un peu un complexe. Alors, j'ai dit 1h30, donc j'ai à cœur après de tenir les engagements. C'est vrai que c'est un peu challengeant de sortir 2 recettes et d'avoir 3 experts absolument passionnants. Ça m'invite quand même à passer le micro. Encore une fois, je vais me retourner vers vous, docteur Chabert, pour vous parler de quelle est la bonne façon, une des bonnes façons, selon vous, la bonne façon de stimuler la motivation à manger? Ce serait quoi le plan de bataille? Merci de poser cette question, Anne, parce que justement, c'est ce dont nous parlions. Alors, vous êtes prêts? Vous allez me faire une réponse super. On est prêts. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la température. On a parlé des aliments qu'on connaît et qu'on a plaisir à retrouver. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire, quelque chose qui n'est jamais dit dans les médias. Le meilleur moyen pour faire grossir des rats, et très certainement les hommes aussi, c'est d'augmenter la diversité alimentaire. Ça n'est pas le régime gras et sucré, contrairement à ce qu'on vous a dit dans les médias. Certes, un régime gras et sucré, si c'est trop, ça va vous faire grossir. Ça va stimuler le stockage des triglycérides dans votre tissu adipeux. Mais le meilleur moyen pour faire grossir un rat, c'est de lui proposer plein de nourriture pour rat, donc des nourritures tout à fait adaptées à sa physiologie. Et chacune d'elles aura un goût, un aspect, une texture différente. Et quand on a fait ça avec nos animaux en laboratoire, c'est cette manip-là qui nous a permis de faire grossir nos groupes de rats le plus vite possible. C'était encore plus efficace que ce qui avait été appelé dans les années 80-90 le régime cafétéria. C'était quoi le régime cafétéria? Alors, le régime cafétéria, les Américains, les chercheurs américains avaient été tout surpris de s'apercevoir que quand ils donnaient leur régime cafétéria américain à leurs rats grossissaient. Alors, ils trouvaient que c'était formidable et ils avaient dit c'est sûrement aussi peut-être pour ça que les sujets humains nourris cafétéria peuvent grossir. Mais nous, avant, au Collège de France, nous avions déjà fait des manips dans le laboratoire de Jacques Lemagnan. Ces manips nous avaient montré que, certes, quand on donne du gras et du sucré, on fait grossir, mais qu'il suffisait au sein d'un même repas de donner 4 aliments différents, alors différents
par quoi? Juste par un arôme. D'accord. Un arôme différent. Donc, au total, il y avait 4 arômes au sein du repas du rat. Eh bien, ce rat mangeait 2 fois plus. Et si on faisait ça tous les jours, eh bien, ce rat prenait régulièrement du poids, beaucoup plus que le groupe témoin. Alors, est-ce que vous pourriez traduire Voilà, concrètement, opérationnellement, l'application pour les personnes âgées Oui. qui mangent pas assez. Alors, l'application pour ceux qui mangent trop, diminuer la variété alimentaire. L'application pour ceux qui ne mangent pas assez, au contraire, il faudrait leur présenter tout un tas d'aliments différents, les uns après les autres, un peu le repas à la russe ou à la française, comme vous voulez. Il y a un premier plat qui est agréable. La personne va manger ce plat, puis elle va être rassasiée sur ce premier plat. Si maintenant on lui présente un deuxième plat de nature différente, parce que le rassasiement est sensoriellement spécifique, ce deuxième plat va être attirant et va motiver le comportement alimentaire. Et ainsi de suite, on peut présenter 3, voire 4 aliments différents au sein d'un même repas. Il faut que les aliments soient différents. C'est-à-dire, je ne peux ne plus avoir envie de manger mon parmentier de canard au potimarron et avoir quand même de la place pour manger ma poire pochée au chocolat. Ah bah ça, j'espère bien. Voilà. Mais donc, c'est exactement ça. Le plaisir alimentaire diminue par rapport à le plaisir de la première bouchée, va progressivement diminuer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus faim. Et ça, effectivement, une personne, ce qu'il peut faire, c'est dire, j'ai plus faim, parce qu'elle a plus faim de son parmentier de canard. Et elle s'arrête. Voilà. Il faut proposer, ça c'est quand même vraiment très intéressant, on l'entend assez peu. Je suis très heureuse qu'on passe un message aussi important, parce que je pense que c'est assez simple à mettre en œuvre. Heureusement qu'on a traduit quand même l'application. mais du coup, formidable. Merci beaucoup, Michel, pour cet apport. Et puis quand même, j'ajouterais avec Hassan qu'il faut respecter la surprise. Parce que si on met tous les plats en même temps sur la table, alors là, c'est au contraire une technique qu'il faut utiliser pour éviter de trop manger. Voilà, c'est la présentation à l'asiatique. On est découragé à l'avance. Voilà, on est rassasié. Parce qu'en fait, quand on se rassasie, la vue, l'image des aliments participe au mécanisme du rassasiement. Et d'ailleurs, si vous voulez éviter de trop manger, eh bien, ne mangez pas en regardant la télé. Mangez en regardant vos aliments. Et là, vous mangerez moins. Très, très, très intéressant. On n'a pas encore parlé de la sociabilisation. Je reste un tout petit peu avec vous, Michel, sur l'importance, on a dit, du décor, on a dit de la musique, de l'ambiance, et de avec qui et quoi je mange. Le quoi qui rappelle à mon histoire personnelle et le avec qui que je choisis, peut-être. Qu'est-ce que ça va changer dans le comportement alimentaire, ça ? Il est essentiel de manger dans des conditions agréables. On ne va pas vous imposer votre pire ennemi juste à côté de vous. C'est pas possible. La situation. C'est au niveau digestif, c'est quoi? C'est quelque part par là, peut-être. C'est tellement désagréable, ça nous contrarie, quoi. Ça marche pas. Donc il faut une atmosphère zen, c'est très important pour que la digestion se fasse bien. Ce qu'on appelle la phase céphalique de la digestion, c'est-à-dire que l'organisme reconnaît l'aliment, il le reconnaît par son look, mais par son odeur, son goût, sa texture, etc. Donc on connaît cet aliment et l'organisme tout de suite va déclencher l'ensemble des sécrétions et des stimulations motrices liées à la digestion. Et grâce à ça, la digestion va mieux se faire. Et du coup, ça va être plus agréable de manger parce qu'on aura peut-être moins mal au ventre. Et l'assimilation des nutriments va aussi être meilleure. Donc, il est essentiel de manger en pleine conscience, comme on dit maintenant. Donc, on ne regarde pas la télé. On est dans une ambiance agréable. Un fauteuil aussi agréable. Il faut qu'on soit bien positionné. Il faut être très bien positionné. C'est important, on ne doit pas être vautré. Non. Comme moi, par exemple. Mais on ne mange pas, donc tout va bien. Voilà. On a un bon support dorsal, ça c'est évident. Mes parents, par exemple, donc vous l'avez compris, assez âgés, ont des poignets, enfin, tout se passe bien. Et qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre qui était important? J'avais dit la température. La présence, effectivement, de ceux qui mangent avec. Ah, voilà, on avait dit. Ceux qui mangent à côté,
s'ils ont des capacités orales normales, s'ils ont un bon dentier ou leurs dents, c'est mieux s'ils ont l'aliment normal dans leur assiette. Oui. De telle sorte que la personne qui est obligée de manger une purée, eh bien, à côté, elle comprend que ce qu'elle a dans son assiette, c'est le super canard mis en petits morceaux, etc. Ouais. Il faut absolument, l'imaginaire de l'aliment est essentiel. Donc, on ne va pas se contenter de présenter des purées à une personne pour la faire manger. Au minimum, il faudrait lui dire d'abord ce que c'est. Un petit peu mieux, pourquoi pas lui présenter la photo, comme il y a dans les menus ou dans les livres de cuisine, ça donne envie de manger. Et le mieux du mieux, ce serait que le reste des convives aient des aliments normaux et entiers dans leur assiette. Donc c'est un appel à ce que les aidants familiaux, c'est un appel à ce que les aidants, notamment proches, mangent avec. Voilà. Et en institution, sur la même table, c'est important. En institution, on parle aussi des repas thérapeutiques, qui est probablement la chose la plus importante, c'est que le directeur, le personnel de soins partage ce repas. En particulier en France, parce qu'on s'exprime de ce qu'on connaît. Voilà, ça me semble être une dimension effectivement essentielle. Alors peut-être avant d'aller déguster, parce que c'est bientôt la fin de ce webinaire, la parole à Julie. Moi, je voudrais qu'on ait quelques... Alors, on va se parler un petit peu des aidants, et peut-être qu'on va parler devant Thierry pour ça, pour qu'on puisse vraiment lui donner aussi des conseils, parce qu'on sait on a vu Dolores a été diagnostiquée à 56 ans, elle en a aujourd'hui 60, c'est le cas aussi de Thierry. Il y a encore des années à vivre ensemble avec cette maladie. Et il va falloir que Thierry, ça va être comme un marathon. Il va falloir qu'il prenne soin de lui sur le temps long. Et donc, on va essayer de voir s'il y a des conseils spécifiques alimentaires et d'hygiène de vie, vraiment particulièrement pour Thierry. Mais pour les aidants qui, en regardant ce Cookinaire, se rendent compte que peut-être leurs parents ou leurs tantes ou leurs voisins sont à risque de dénutrition, ou ils pensent finalement, ils réalisent qu'il y a une dénutrition qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que le fait de dire à sa maman d'enrichir, est-ce que si je ne suis même pas dans la même ville, quelles sont les bonnes aides qu'on peut choisir? Est-ce qu'il faut tout de suite aller chercher du portage à domicile? Comment on s'organise en fait? Il y a plusieurs choses. Déjà, avant, je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur l'importance de la forme de l'aliment. C'est vrai que quand on doit passer sur des aliments mixés pour avoir une texture adaptée, il existe maintenant des moules en silicone qui reprennent la forme pour avoir une forme de cuisse de poulet, une forme de petit pois. Voilà, ça permet de redonner un petit peu d'identité à cette mousse un peu blanche qui est en fait de la viande de poulet. Mais est-ce que je me trompe si je dis à domicile, il y a moins de personnes qui mangent en texture modifiée? Enfin, en tous les cas, en général, ça sécurise quand même, j'ai l'impression, beaucoup les aidants quand il y a des textures modifiées, soit d'être avec un système de portage de repas, soit de passer en institution. Oui, parce que à domicile, ça va être plus compliqué de bien gérer, plus aléatoire. Ouais. Et derrière, il y a un risque de fausse route qui est quand même pas négligeable. Un risque vital, du coup. Absolument. Et du coup, ça renvoie sur ta première question de quelles aides on peut mettre en place. Si on a la possibilité d'accompagner la personne aidée au moment du repas, on va pouvoir mettre en œuvre ce que Hassan et le docteur Chabert ont dit, donc d'avoir une alimentation qui va être variée, mais en même temps pas tout présenter d'un coup pour pas couper l'appétit, pour pas faire peur, de jouer sur la taille des assiettes, comme le disait Hassan tout à l'heure, pour faire paraître plus petit et donc faire moins peur aussi sur la taille de la portion. Enfin, toutes ces petites astuces, déjà, on peut les mettre en place. Inciter la personne à consommer des plats qu'elle aime. Et à la rigueur, si elle a envie de prendre 2 desserts, parce que ce jour-là, elle a envie de prendre 2 desserts, qu'elle prenne 2 desserts et tant pis pour le plat de haricots verts. Ce sera pour un autre jour, on le transformera en soupe s'il faut, on congèle, voilà, il y a plein d'autres solutions. Mais d'inciter la personne à consommer des plats qu'elle aime, éventuellement de la faire participer à l'acte culinaire, peut-être pour éveiller les sens, lui donner envie. Donc après, lui faire goûter en cours de cuisson. Éventuellement. Voilà. En tous les cas, qu'elle soit dans cet environnement culinaire, notamment pour une personne comme Dolores, situation d'Alzheimer, ça va recréer, ça va l'indiquer peut-être, parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup d'inconnus précisément sur le comportement alimentaire des personnes en situation d'Alzheimer, qui ont une maladie d'Alzheimer.
on est quand même déjà sûr qu'on ne prend pas de risque à dire que être avec, faire avec et donc cuisiner avec ce qu'on a essayé de mettre en œuvre aujourd'hui de façon assez innovante, en tous les cas, on est sûr de ne pas se tromper. Et effectivement, plus il y aura de la couleur, plus il y aura du moment passé ensemble, et peut-être, et ça demande du temps, mais plutôt que de couper devant, peut-être accompagner le geste, c'est-à-dire faire que ce soit la personne qui fait, même si elle est aidée dans son geste, pas seulement les laisser en posture de regardant, mais vraiment d'essayer de stimuler la capacité résiduelle. Oui. Quoi, ouais. Puis après, il existe aussi d'autres solutions de manger main, par exemple, donc de privilégier des choses qui vont être déjà découpées dans l'assiette, des choses qui vont être préhensibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les prendre avec les mains et la personne va pouvoir manger elle-même, garder l'autonomie de manger, mais manger avec les doigts parce que on a tendance à moins utiliser la fourchette. Voilà, notamment pour les personnes atteintes d'Alzheimer sur des stades avancés, hein, même on ne sait plus très bien coordonner ces mouvements et donc couper devient difficile, alors qu'effectivement, on n'en est évidemment plus à l'éducation alimentaire d'un jeune enfant. Là, on est sur une approche décomplexée, aimante et pragmatique. Hein. Je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de faire du sur-mesure et d'inventer, et qu'importe l'opinion. En fait, c'est la santé, le plaisir à manger qui va être vraiment Exactement, premier, puis vraiment à adapter à la personne, voir ce qui marche, ce qui ne marche voilà, pas. C'est ça. Si la personne n'est pas du tout réceptive à cuisiner avec nous, elle cuisine on pas. fait autre chose. Et puis voilà. Et on va se mettre tout sur la danse de l'après-midi avec la musique, c'est pas grave. On s'adapte. Et par contre, si l'aidé n'est pas tout le temps disponible pour le moment du repas, s'il ne peut pas venir cuisiner avec la personne, il y a plusieurs solutions qui existent. Il peut faire appel, par exemple, à du portage à domicile, donc à voir ce qui existe au niveau de la commune, du territoire, de l'aidé, du territoire. Il y a des organismes qui peuvent aider le financement aussi, puisque tout ça, ça peut avoir un coût. Mais il y a des aides qui existent. Alors là, après, on renvoie vers les personnes qui sont plus expertes sur la question. Mais il ne faut peut-être pas trop attendre que la situation se dégrade pour pas mettre en place. Ou alors le mettre en place ponctuellement. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir besoin d'aide très ponctuellement sur un repas qui arriverait livré, à voir si ça peut correspondre, si la personne est assez autonome pour réchauffer elle-même son repas ou pas. Et sinon, on peut avoir, c'est le cas quand même de Dolores et Thierry, quelqu'un qui vient cuisiner à domicile. Ça, je trouve ça encore plus intéressant. Je pense que c'est pas partout, mais ça va forcément se développer. Et en fait, le business est ainsi fait qu'il faut de la demande pour qu'il y ait une offre. Donc, il faut qu'on exprime ce type de demande. Faites-les remonter à vos communes parce qu'il y a des diététiciennes formidables qui, je pense, seraient très heureuses de venir cuisiner avec des personnes fragiles. Et je trouve que il y a peut-être un peu un vide entre je mange tout seul et j'y arrive plus à préparer tout seul et portage à domicile. Il y a plein de solutions intermédiaires. Il n'y a pas que les diètes qui vont pouvoir cuisiner à domicile, il y a aussi toutes les aides à domicile qui vont pouvoir accompagner la personne aidée pour faire ses courses, pour cuisiner. Alors elle pourra peut-être cuisiner 2 fois dans la semaine et puis préparer des petites portions ou congeler éventuellement, ou en tout cas cuisiner certaines choses avec la personne, ce qui peut assurer aussi une prise alimentaire adaptée, ce qui peut rassurer les aidants. Et puis après, voilà, peut-être faire appel, comme Thierry et Dolores ont la chance d'avoir, il me semble que c'est une diététicienne qui vient à domicile, mais là on est plus dans un atelier de cuisine. On est moins dans une aide, on est plus sur... J'allais dire une animation, mais une animation utile. Mais voilà, on est moins sur l'aide. Mais les aides à domicile peuvent être très utiles aussi dans ces cas-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle de venir dimensionner ce rôle, revaloriser ce rôle des aides à domicile, augmenter leur formation, valoriser leur rémunération aussi pour attirer des nouveaux talents. C'est un métier éminemment délicat et d'une importance capitale. Donc vraiment, c'est important aussi d'en profiter. C'est bientôt l'heure de la fin du webinaire. Je vous propose d'aller faire un tour en cuisine. J'espère que Philippe est prêt parce que nous, on vient pour goûter les poires pochées au chocolat. Hop, tu me fous ça à l'évier et puis... Donc... Hello, hello, on arrive en masse, on arrive tous cette fois-ci. Ah oui, mon Dieu, une là attaque. on est tous là, les experts, les cuisinants, les aidés, tout le monde est là, le chef. Alors il nous reste 10 minutes pour clôturer, donc on a parlé tout à l'heure en long, en large et en travers de ce parmentier, de ce gratin de potimarron au
comté et au canard. Donc on voit qu'ils sont sortis du four et que ça a l'air vraiment délicieux. Donc on a la version gratinée ici et on a la version du coup comme il a été évoqué avec nos experts en texture modifiée. Donc on voit qu'en fonction de la capacité de la personne, on va pouvoir comme ça adapter le niveau de texture. Donc si tu veux nous présenter juste ces textures-là et puis après on va se régaler. Je m'adresse peut-être plus aux professionnels à ce moment-là, aidants professionnels et aidants à la maison. Alors on est parti ensemble d'un gratin conventionnel. Il est bien gratiné puisque le gruyère emmental et autres fromages râpés à pâte cuite et pressée a été mis au-dessus. Et l'effiloché est tout à fait normal. De le reste, vous Alors, l'avez. je te dis juste, il nous reste 10 minutes pour tout finir. Et ici, nous sommes allés, donc nous sommes à un grade 5, nous sommes à un grade 4 ici, où on a mixé le canard avec un petit peu de jus de légumes. Et puis nous sommes allés petit à petit jusqu'à du grade 2. Et là, carrément, on pourrait quasiment le boire. On est chez quelqu'un qui a vraiment des difficultés de déglutition. Voilà. Alors, et on l'a joué façon sud, c'est-à-dire que non, on n'a pas mis d'œuf, non, on n'a pas mis de crème, on a rajouté le gras du canard pour le coup. On voulait des monoinsaturés et des polyinsaturés. Oui, des monos et des polys, ça c'est le gras du canard. Bravo et merci beaucoup à toi Philippe pour cette super déclinaison, parce que comme on n'a pas tous les mêmes capacités préservées en termes de dégustation, c'est important de se dire qu'on a choisi une recette, mais que les choses ne sont pas figées et qu'il faut adapter. Et si on a besoin d'apprendre à cuisiner des textures modifiées, mais il faut se former. Donc vous allez vous contacter Philippe, il saura parfaitement vous éduquer ou vous indiquer où apprendre. On a la chance d'être dans cette belle école où on fait la formation initiale, mais aussi la formation continue. Formation continue, ça c'est très intéressant. On rencontre plein de monde, je me suis lavé les mains bien évidemment, on rencontre plein de monde qui viennent se former ici. Et c'est du coup une mission vraiment d'intérêt, d'intérêt général, je pense. Je vais là-bas en fait. Alors du coup, on a, je sais que tu es hyper polyvalent Philippe, tu vas être en capacité de peut-être nous présenter le plat sucré dont on n'a pas encore beaucoup parlé, poire pochée à la cannelle et avec un coulis de chocolat. Tout à fait. La cannelle qui nous est très connue des gens diabétiques, puisqu'on sait que ça fait baisser le taux de glucose sanguin, donc c'est intéressant, eux le savent. Le patient est toujours l'expert avant nous. Alors là, c'est pareil, on est allé sur différentes déclinaisons. Bon, les choses sont allées un peu vite. On pourrait garder un chocolat finalement pur. Alors celui-ci, on a la chance d'avoir un chocolat qui a 100%, sans sucre, sans lécithine, sans quoi que ce soit. Mais il a été fermenté avec sa cabosse. Ce qui fait qu'il n'est pas amer. N'ayez pas peur de l'amertume. Cela dit, il n'est pas forcément fréquent. Mais allez, on approche Noël, on s'est fait plaisir. Sinon, un chocolat à 80%, il suffira. Ça veut dire qu'il y a déjà du sucre dedans. Donc là, on l'a fait avec l'équipe façon très détendue, de manière à ce que finalement on va napper l'assiette et qu'une personne, regardez finalement c'est du grade 2, une nouvelle fois, va permettre finalement de... Ça c'est du 100%. C'est du 100% et très bien. franchement... Mais il n'est pas du tout amer. Ouais. Et si cette personne, regardez, si cette personne mange, comment dire, très texturé comme ça, on va pas lui faire... on va pas lui faire prendre là je mets de l'amande dessus. Voilà, l'amande. Dans ce cas, on obtient soit l'amande en le réduisant, regardez, j'ai pris de la pâte d'amande et on a mis un peu d'eau, on a réduit ceci. Ça fait chocolat et amande, c'est ça? Le chocolat, là, c'est chocolat, amande, poire. Donc, amande, si je suis au contraire chez une personne, pardon, j'ai peur que ça tombe. Normalement, vous avez les recettes, les ingrédients qui s'affichent et les 2 fiches recettes vous seront communiquées à la fin de l'événement. Là, si j'ai une personne qui est vraiment dysphagique, je décide de lui servir donc ceci. Et comme, évidemment, il faut qu'elle ait la confiance totale jusqu'au bout, donc en fait, on va pouvoir mettre l'amande, par exemple, comme ceci. Elle aura, en mélangeant les trois, finalement, la saveur recherchée, tout en n'ayant pas le risque de fausse route. D'ailleurs, il y a vraiment la même saveur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et un grand, grand chapeau à toi pour avoir sorti tout ça et travaillé vraiment... Et on pourrait aller jusqu'à une poire totalement... mon chocolat, où est mon chocolat? Il est ici. Pour une personne qui mange normalement, on a quand même pris soin de retirer, avec la fine équipe, de retirer absolument tous les pépins. Allez, on est gourmand aujourd'hui. Allez, on est gourmand. Parce que je vous vois là, vous avez l'œil qui frétille. Et à ce moment-là, évidemment, on est chez monsieur et madame tout le monde. Donc, on peut être dans ce cas de figure. Alors, vite les cuillères, et pendant que tu sors les cuillères pour qu'on puisse, alors je sais pas très bien au niveau sanitaire comment on va faire, on va certainement pas se passer les cuillères, mais
Donc on va essayer de faire les choses le plus proprement possible pour se puis, j'ai du quitter stock, sur hein. un mouvement, un moment gourmand et convivial. Peut-être, Julie, moi j'aimerais te demander si vous voulez venir tous les deux vraiment devant, parce que c'est vous, bien sûr, c'est pour vous, c'est pour ce cookinard, il a été pensé pour des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc moi je voudrais vous remercier très très sincèrement d'avoir accepté d'être là. Merci à vous tous, surtout. Et peut-être... C'est notre grand cuisinier. Et au grand cuisinier qui a été formidable et qui, je suis sûre qu'il s'est super bien adapté Ouais. pour que vous puissiez apprendre des choses. Moi, je voudrais qu'on puisse vraiment vous donner quelques petits conseils, des petits repères pour vous, pour que vous puissiez aussi prendre soin de votre santé en tant qu'aidant proche. Parce que vous êtes un jeune retraité, vous avez 60 ans, et donc il y a Dolores, et il y a vous aussi. Il va falloir faire un sacré attelage, un sacré binôme tous les deux. Et donc moi j'aimerais qu'on se dise, c'est quoi la bonne routine? Comment est-ce qu'on peut soutenir Thierry dans son rôle d'aidant? Pas seulement dans la cuisine, même si c'est le thème, cuisiner pour faire reculer la dénutrition, mais globalement, Julie, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour vraiment l'aider à être le meilleur aidant possible, mais aussi un aidant décomplexé qui sait aussi prendre soin de lui? Alors déjà, la bonne routine, c'est celle qui nous convient. Donc c'est celle qu'on arrive à se trouver, qui convient à son mode de vie, à ses habitudes. Donc voilà, ça va être des conseils comme ça, des petits conseils à adapter derrière à sa situation personnelle. Ça va être important pour l'aidant de prendre soin de lui aussi, de prendre soin de son aidé évidemment, mais de ne pas complètement s'oublier aussi dans son rôle d'aidant. Et de se garder aussi des petits moments à lui, peut-être une activité à côté. On échangeait tout à l'heure sur l'apiculture. Voilà, peut-être de remettre une ruche au fond du jardin, éventuellement. Vous parliez aussi beaucoup de jardinage, etc. Donc d'avoir des activités à côté, peut-être des activités à l'extérieur, au sein d'une association, une activité sportive ou autre, pour garder ce côté, là c'est un moment à moi, je prends soin de moi, et le côté vie sociale aussi qui est très important de préserver. Pour pouvoir accompagner les aidants dans cette démarche-là, il y a des choses qui existent, comme les plateformes de répit, par exemple, qui vont pouvoir prendre en charge l'aider pour une journée, pour quelques heures, le temps d'aller faire des courses tranquillement, le temps d'aller assister à un cours d'apiculture, Faire un peu de sport. voilà, de faire un petit peu de sport, pourquoi pas. Voilà, il y a ces structures, ces plateformes de répit qui existent. Il y a les aides à domicile aussi qui existent et qui peuvent à domicile venir prendre soin de l'aider. Et comme ça, vous échappez. Voilà, pendant ce temps-là, Très il bien. s'échappe, mais il a l'esprit tranquille en même temps. Cuisine, Exactement. marcher, voilà, faire ce qui vous fait du bien. Alors du coup, merci beaucoup à chacun de nos experts. On va déguster. Choisissez la forme que vous préférez, mais c'est vous qui choisissez en premier l'assiette qui vous fait le plus plaisir, Dolores. Quelle assiette vous avez envie de goûter? Peut-être... Ah bah voilà, mais tiens, allez, c'est à vous d'inaugurer. Vous voulez l'aider peut-être Thierry, si vous voulez. C'est parce que c'est pas la plus facile à manger. Alors, on va bientôt devoir rendre entre guillemets l'antenne. Je vous invite, allez-y. Moi, je commence à manger. Je vais manger ça. À Dolores ici. Hop, tenez. Tiens, Hassan. Et moi, je vais vous parler dans cette ambiance un petit peu. Donc, allez-y, Dolores. Mangez ça. Ouais. Et moi, du coup, pendant ce temps-là, et avant de clôturer ce cookinard, je vais vous parler de deux actualités de l'Institut Nutrition, la fondation d'entreprise de Restalliance. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire, comme ça vous ne manquerez aucune de nos actualités et aucun de ces charmants rendez-vous que l'on organise 2 fois par an. Mais encore, je vous invite à découvrir sur le site le rapport Que mangeront nos aînés en 2030, avec sa déclinaison en infographie pour avoir juste l'essentiel d'un rapport qui est un petit peu plus consistant. Il est à disposition de tous les professionnels qui interviennent dans le secteur médico-social et qui interviennent auprès des personnes de plus de 65 ans. Et enfin, comme vous l'avez, j'espère, ressenti pendant ce cookinard, l'Institut Nutrition est proche des mangeurs fragiles et nous leur donnons la parole grâce à des podcasts, je suis désolée, des podcasts qui s'appellent Dans l'assiette de, où on tend le micro à un adolescent en situation de handicap, à une personne atteinte d'Alzheimer, à une personne âgée au domicile et aussi à des experts. Donc pour tout comprendre du comportement alimentaire des mangeurs fragiles et de ceux qui les accompagnent, rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement habituelles de podcasts. Cette fois-ci, il est vraiment temps de vous écouter. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez dégusté? Ouais.
Comment ça marche, Michel, docteur Chabert, vous avez... Oui, vous avez fini, vous avez bien fait. Est-ce que c'était... Vous l'avez fait en texture modifiée, 100%. Racontez-nous comment c'était. Eh ben, c'était très bien parce que tous les goûts étaient quand même séparés. Tous les goûts étaient séparés. Retrouver. Grande expertise de Philippe qui sait parfaitement faire ça. Je pense que Philippe, vous n'êtes plus dans le cadre. Ah oui. Donc Ah oui. j'ai dit que tous les Tout le goûts monde étaient peut faire parfaitement séparés. Ouais, et que ça, vous avez Et pu donc retrouver les... je les retrouvais tous séparément, donc c'était sympa. Bon, formidable. Gardez le plaisir. Une belle assiette, c'est 20% d'ingérés en plus. Une belle assiette, 20% d'ingérés en plus. Et là, avec Super. des morceaux, Avec des morceaux, ça croque encore ça croque un petit peu. là-dedans. Moi, j'ai envie Et c'est de... facile voilà, et c'est facile à déglutir, Ouais. tout en ayant la sensation des morceaux dans la bouche. Donc, Donc, où qu'on en soit, quelle que soit la texture et nos besoins spécifiques, ça veut dire qu'on peut parfaitement se régaler. Un immense merci à toi, Philippe, qui nous a régalé et qui a cuisiné avec Dolores et Thierry, que je vais certainement vous demander d'applaudir. Et un merci à Julie, Michel et Hassan pour leur intervention de qualité. On espère que vous avez mieux compris comment cuisiner pour faire reculer la dénutrition. Et on vous donne rendez-vous avec le collège, l'école d'ingénieurs Unilassal et l'Institut Nutrition très bientôt. Bravo à vous. Ça y est, 34.